Alors, l'humanisme. Quand on entend ce mot, on pense tout de suite à dignité, liberté, progrès, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas si simple. En fait, cette grande idée qui a façonné notre monde moderne cache une histoire beaucoup plus complexe et plein de contradictions. Et c'est justement cette histoire qu'on va décortiquer. La question qu'on peut se poser, c'est celle-là. L'humanisme, c'était un noble idéal qui a permis une forme de libération ou, au contraire, une idée super dangereuse qui a servi à justifier le pire? La réponse, et c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est un peu les deux à la fois. Voilà le programme. D'abord, on va définir ce qu'est l'humanisme et cette fameuse promesse de liberté. Ensuite, on ira gratter un peu pour voir ce qui se cache derrière l'idée de l'homme universel, et on regardera aussi la critique capitaliste. Et pour finir, on se demandera s'il est possible de réinventer un humanisme pour aujourd'hui. Allez, on commence par le début. Pour bien comprendre ce qu'est l'humanisme, il faut faire un petit voyage dans le temps. Direction la Renaissance. Une époque de changement énorme, où une idée complètement folle pour l'époque a commencé à germer. Il faut s'imaginer le contexte. Avant ça, l'autorité divine, c'était la réponse à tout. Point final. Et là, arrive ce mouvement qui pose une question, mais une question radicale. Et si c'était l'être humain, le centre de tout? S'il avait en lui le pouvoir, la raison de forger son propre destin, sans forcément passer par les dogmes, c'était un véritable tremblement de terre intellectuel. Bon, cette idée de mettre l'humain au centre, ce n'était pas juste une belle théorie pour les salons. Non, ça portait une promesse immense, celle de pouvoir enfin façonner son propre destin. Et pour bien saisir ça, il y a une phrase incroyable d'un penseur de l'époque, Pic de la Mirandole. Il imagine Dieu qui parle à Adam et qui lui dit en gros « Tu pourras te façonner sous la forme que tu auras préférée ». C'est dingue quand on y pense. Ce n'est plus une force supérieure qui décide de qui on est, c'est nous. C'est une véritable déclaration d'indépendance de l'humanité. Mais attention, cette liberté, elle a un revers. C'est un pari risqué. L'idée, c'est qu'on est avec une sorte de plasticité. On est malléable. Et à partir de là, deux chemins sont possibles. Soit on choisit de dégénérer, de tomber au niveau de l'animal, soit on choisit de se régénérer, de s'élever presque au niveau du divin. Le truc, c'est que le choix, il nous revient entièrement. La responsabilité totale. Et puis, un peu plus tard, on a des penseurs comme Montaigne qui vont pousser le bouchon encore plus loin. Sa question, si simple mais si profonde, que sais-je, c'est vraiment le cœur de cet humanisme-là. C'est une invitation permanente à douter, à rester humble et surtout à s'ouvrir à toutes les facettes de l'expérience humaine au lieu de se coincer dans un dogme. Dignité, liberté, raison. Bon, jusqu'ici, le tableau est plutôt joli, non? L'idéal humaniste, ça a l'air impeccable. Sauf que, il est temps de regarder l'autre côté de la pièce. Parce que derrière ce fameux concept d'homme universel, il y a une phase beaucoup plus sombre. Sur le papier, l'idée de l'homme universel semble simple. On définit un modèle d'humanité, une sorte de standard auquel tout le monde pourrait aspirer. Ok. Mais les vraies questions, c'est qui a défini ce standard? Et surtout, qui s'est retrouvé mis de côté? Et la réponse, la voilà. Cet homme universel, il était blanc, européen, de sexe masculin, propriétaire et chrétien. Bref, ce qui était vendu comme un idéal universel était en réalité un club ultra select qui laissait à la porte la majorité de l'humanité, tout simplement. Et le pire, c'est que ce n'était pas juste une omission, c'était théorisé. Prenez John Locke, un des grands noms des Lumières. Il a développé toute une théorie de la propriété pour justifier la colonisation des terres amérindiennes. Ou Emmanuel Kant, le pape de la raison pure, qui a carrément écrit que les Africains noirs étaient incapables de raisonner. L'humanisme ici devient un outil, une arme idéologique pour le colonialisme. Mais la critique ne s'arrête pas là. Il n'y a pas que le colonialisme. L'humanisme a aussi été vu comme le carburant idéologique parfait pour un autre système en pleine explosion, le capitalisme. L'idée, c'est que cet idéal était en fait un petit paradis, mais seulement pour la bourgeoisie. C'est Karl Marx qui a eu cette formule géniale et pleine d'ironie. Il a dit que le marché capitaliste était un véritable Éden des droits de l'homme. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que les grands principes humanistes de liberté, d'égalité, dans le concret, ça devenait la liberté de vendre et d'acheter, l'égalité entre acteurs sur un marché et le droit de propriété. Et ça nous amène à une distinction super importante. D'un côté, il y a la liberté humaniste classique. C'est une liberté par rapport aux autres. Le droit de mettre des barrières, de se séparer. De l'autre côté, on a une vision tout autre. Une liberté avec les autres. Une liberté qui se construit dans le lien, dans la coopération. Ce n'est pas du tout la même chose. Bon, alors, récapitulons. On a d'un côté la promesse magnifique de l'humanisme et de l'autre, sa face sombre, sa complicité avec l'oppression. Alors que fait-on de ça?
Est-ce qu'on jette tout à la poubelle ou est-ce qu'on peut essayer de sauver quelque chose, de penser un nouvel humanisme? La question clé, elle est là en fait. Est-ce que le colonialisme et l'exclusion, c'était une sorte de dérapage, une trahison des belles valeurs humanistes? Ou est-ce que, au contraire, c'était la conclusion logique d'un idéal qui, dès le départ, contenait ces germes d'exclusion? Une piste pour avancer serait qu'un nouvel humanisme commence par être autocritique. Il ne s'agit pas de jeter les concepts de dignité ou de liberté. Au contraire, il s'agit de les prendre au sérieux pour de bon cette fois et de construire un universalisme qui soit réellement inclusif en regardant en face son histoire. Et ça nous amène à un point absolument fondamental. Universalisme ne veut pas dire uniformité. C'est l'erreur du passé. Un humanisme pour aujourd'hui, ça ne serait pas d'imposer un modèle unique à tout le monde. Ce serait de reconnaître et de célébrer une dignité humaine commune, précisément dans la diversité infinie de nos existences. Et du coup, on peut se quitter là-dessus avec cette question qui reste ouverte. Si on devait écrire, aujourd'hui, un nouveau discours sur la dignité de l'humanité, qui est-ce qu'on inviterait à la table cette fois? Quelles sont les voix qu'on a trop longtemps ignorées et qu'il faudrait absolument écouter? C'est peut-être dans la réponse à cette question que se joue l'avenir même de l'idée humaniste.